Ce soir-là, en soufflant mes 75 bougies seules, j'ai compris qu'il existait une forme de cruauté plus douloureuse que la violence. L'indifférence. Je m'appelle Madeleine Rochefort. J'ai 75 ans, une maison bourgeoise dans le 6e arrondissement et une carrière respectée derrière moi. Mais ce soir de novembre 2023, assise devant un gâteau aux framboises que personne ne partagerait avec moi, j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. 3 000 $, chaque mois, depuis 7 ans. Je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Comment une mère aimante, généreuse, dévouée, en est venue à prendre la décision la plus difficile de sa vie. Mais d'abord, laissez-moi vous ramener en arrière, à l'époque où tout semblait encore possible. Jean-Pierre est né un matin de mai 1985, mon fils unique, mon petit prince aux yeux clairs qui me regardait comme si j'étais la 8e merveille du monde. Son père, Édouard, était banquier, un homme froid mais stable. Nous avons divorcé quand Jean-Pierre avait 12 ans. Édouard est parti avec sa secrétaire, me laissant la maison et une pension confortable. J'ai élevé notre fils seul. J'étais avocate spécialisée en droit de la famille. Ironique, n'est-ce pas? Je défendais des mères, des épouses brisées, pendant que la mienne propre se fissurait lentement. Jean-Pierre a grandi entouré d'affection, d'éducation, de voyages. Piano, escrime, séjour linguistique à Londres. Tout ce qu'un enfant de notre milieu pouvait espérer. Il était doux, intelligent, un peu fragile peut-être, mais je l'aimais pour cette sensibilité même. À 28 ans, il a rencontré Aurélie. Elle était jolie, avec ce sourire calculé des femmes qui savent exactement ce qu'elles veulent, employée dans une boutique de prêt-à-porter, rêvant d'une vie qu'elle n'avait jamais eue. Je l'ai comprise dès le premier dîner chez moi. Son regard faisait l'inventaire de mes meubles anciens, de mes tableaux, de mon argenterie. Mais Jean-Pierre était amoureux, et je voulais son bonheur. Ils se sont mariés 6 mois plus tard, une cérémonie élégante à la mairie du 7e arrondissement. J'ai payé la réception au Pré-Catelan. 80 invités, champagne Krug, service impeccable. Aurélie rayonnait dans sa robe pronuptia. Jean-Pierre me serrait dans ses bras en murmurant « Merci maman, tu es extraordinaire ». Ce jour-là, j'ai cru faire le bon choix en les aidant. J'ai cru que l'amour d'une mère devait être inconditionnel, infini, sans limite. Je possédais un appartement avenue Mozart, dans le 16e. 3 pièces avec vue sur les toits de Paris, parquet Versailles, cheminée en marbre. Un bien que ma propre mère m'avait légué. Je le louais depuis des années à un couple de diplomates. Quand leur bail s'est terminé, Jean-Pierre est venu me voir. Aurélie était enceinte. Il vivait dans un studio à Levallois-Perret. « Maman, on étouffe là-bas. Le bébé arrive dans 4 mois. » J'ai dit oui. Je leur ai prêté l'appartement. Gratuitement. Le temps que vous trouviez vos marques, que Jean-Pierre obtienne sa promotion. Il travaillait dans une agence de communication, un poste correct, mais pas brillant. Les mois ont passé. Ma petite fille, Camille, est née. Une adorable poupée aux boucles blondes. Je la gardais chaque mercredi. Je l'emmenais au Luxembourg, lui achetais des robes chez Bonpoint. Puis un soir, Jean-Pierre m'a appelé. « Maman, j'ai un problème. La voiture est tombée en panne. Le propriétaire menace de nous expulser si on ne paie pas les charges. Aurélie a besoin de nouveaux vêtements pour son travail. » J'ai commencé à envoyer de l'argent. D'abord 500 € par-ci, 1 000 € par-là. Puis cela s'est transformé en un virement mensuel régulier. 3 000 $, 3 200 € environ. Chaque mois, ponctuel comme une pension alimentaire que je me versais à moi-même. Je me disais, c'est temporaire, il traverse une période difficile. Je me disais, Jean-Pierre est mon fils, c'est mon devoir. Je me disais, si je ne le fais pas, qui le fera? 7 ans. 3 000 $ par mois pendant 7 ans. 252 000 $ au total. Et pendant ces 7 années, quelque chose d'étrange s'est produit. Plus je donnais, moins je recevais. Les mercredis avec Camille se sont espacés. On a des activités, maman. Les déjeuners dominicaux ont été annulés. Aurélie ne se sent pas bien. Les appels téléphoniques sont devenus brefs, fonctionnels. Merci pour le virement, on te rappelle. Mais je continuais, parce que c'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Elles donnent, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mon 75e anniversaire tombait un samedi. J'ai préparé la maison pendant 3 jours. J'ai commandé un rôti de veau chez mon boucher, des macarons chez Ladurée, ce gâteau aux framboises que Jean-Pierre adorait enfant. J'ai sorti la nappe en lin brodé, l'argenterie, les verres en cristal de Bohême. J'ai envoyé l'invitation 2 semaines à l'avance. Samedi 18 novembre, 19 h, dîner familial pour mes 75 ans. J'ai tellement hâte de vous voir tous les 3. Maman. Jean-Pierre a répondu, bien sûr, maman.
On sera là. Le samedi est arrivé. 19 heures. J'avais mis ma robe en soie bleu nuit, celle qu'Édouard m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. J'avais coiffé mes cheveux blancs, appliqué un peu de rouge à lèvres. La table était dressée. Les bougies allumées. 19h30. Personne. 20h. J'ai appelé Jean-Pierre. Messagerie. 20h15. J'ai rappelé. Messagerie. J'ai envoyé un message. Vous êtes en route? Aucune réponse. 20h30. J'ai appelé Aurélie. Elle a décroché puis raccroché immédiatement. J'ai rappelé. Occupé. J'ai rappelé encore. Sonnerie puis messagerie. 37 fois. J'ai composé ce numéro 37 fois entre 20h et 22h30. Chaque appel rejeté était une petite mort. À 23h, j'étais toujours assise à table, seule, entourée de plats refroidis et de bougies consumées. Le gâteau aux framboises était intact. Les 75 bougies plantées comme de petits soldats inutiles. C'est à ce moment-là, dans le silence de ma salle à manger bourgeoise, que j'ai compris. J'ai compris que je n'étais plus une mère. J'étais un distributeur automatique de billets. Et cette nuit-là, assise dans le noir, quelque chose d'ancien et de profond s'est réveillé en moi. Pas de la colère. Non. Quelque chose de plus froid, de plus lucide. La dignité. Le lendemain matin, dimanche, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai annulé le virement automatique. Puis, j'ai rédigé un courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à Jean-Pierre Rochefort et Aurélie Dumas, avenue Mozart. Chers Jean-Pierre et Aurélie, après 7 années de prêt gracieux, je vous informe que l'appartement avenue Mozart sera désormais soumis aux conditions du marché locatif parisien. Le loyer mensuel est fixé à 2 800 €, charges comprises, payable le 1er de chaque mois. Le premier paiement est attendu pour le 1er décembre. Cordialement, Madeleine Rochefort. Pas d'explication, pas de reproche, juste les faits. Le lundi suivant, j'ai posté la lettre. Et c'est là que mon histoire a vraiment commencé. Parfois, on donne tout à ceux qu'on aime en espérant qu'ils comprendront la valeur de ce don. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez profondément? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. La semaine qui a suivi l'envoi de cette lettre a été étrangement paisible. Je me réveillais chaque matin avec une sensation nouvelle. Pas du soulagement exactement, plutôt une forme de clarté, comme lorsqu'on nettoie une fenêtre poussiéreuse et qu'on redécouvre la lumière du jour. J'ai repris mes promenades matinales au jardin du Luxembourg. Quelque chose que j'avais abandonné depuis des années, toujours trop occupé à anticiper les besoins de Jean-Pierre, à calculer combien je pouvais encore donner. Ce mercredi-là, assise sur un banc près de la fontaine Médicis, j'ai regardé une grand-mère jouer avec sa petite fille. La fillette devait avoir l'âge de Camille, 6 ans peut-être. Elles riaient ensemble en poursuivant des pigeons. La grand-mère avait des cheveux blancs, comme les miens, mais son visage rayonnait d'une joie simple que j'avais oubliée. Quand avais-je ri avec Camille pour la dernière fois? Je me suis souvenu de ces mercredis où je la gardais. Elle avait 3 ans, 4 ans. Nous prenions le goûter chez Angelina, rue de Rivoli. Elle commandait toujours un chocolat chaud et trempait ses doigts potelés dans la crème chantilly. Je la regardais en pensant. Voilà pourquoi tout vaut la peine. Mais progressivement, Aurélie avait commencé à refuser. Elle a rendez-vous chez l'orthophoniste. Elle est fatiguée. On préfère qu'elle reste à la maison. Et moi, comme une idiote, je continuais d'envoyer l'argent en espérant que cela me rachèterait une place dans leur vie. Le jeudi, j'ai déjeuné avec Marguerite, mon amie depuis 30 ans. Nous nous connaissions depuis l'université. Elle aussi avait été avocate, spécialisée en droit commercial. Une femme brillante, directe, sans illusion. « Tu as l'air différente », m'a-t-elle dit en me servant du vin blanc. Je lui ai tout raconté. L'anniversaire oublié, les 37 appels, la lettre recommandée. Marguerite m'a regardé longuement, puis elle a posé sa main sur la mienne. « Tu sais ce que je vais te dire, Madeleine ?» J'ai secoué la tête. Enfin, un seul mot. Mais il contenait des années de conversations non dites, d'inquiétudes retenues par politesse. « Cela fait 5 ans que je te regarde t'effacer pour ce garçon. 5 ans que je te vois devenir l'ombre de toi-même. La Madeleine que je connaissais plaidait des affaires impossibles et gagnait. Elle ne suppliait personne. Ces mots m'ont transpercé. Mais c'est mon fils, ai-je murmuré. Justement, un fils de 40 ans qui se comporte comme un adolescent capricieux. Et cette femme qu'il a épousée... » Marguerite a secoué la tête. Dès le premier jour, je l'ai vue te jauger. Elle a compris immédiatement que tu étais généreuse, et les gens comme elle savent reconnaître la générosité, pour mieux l'exploiter. Je voulais protester.
défendre Jean-Pierre. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que Marguerite avait raison. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé. Maintenant? Elle a souri. Maintenant, tu vas découvrir qui est vraiment ton fils. Le vendredi soir, mon téléphone a sonné. Jean-Pierre. Mon cœur s'est mis à battre violemment. J'ai regardé l'écran pendant 3 sonneries avant de décrocher. Maman. Sa voix était froide. Pas inquiète, pas contrite, froide. Bonsoir, Jean-Pierre. J'ai reçu ta lettre. Un silence. C'est une blague? J'ai serré le téléphone plus fort. Non, mon chéri, ce n'est pas une blague. L'appartement vaut ce prix sur le marché. C'est même en dessous du tarif habituel pour le 16e arrondissement. Tu ne peux pas faire ça. Il ne disait pas « tu ne vas pas faire ça ». Il disait « tu ne peux pas », comme si c'était interdit, comme si j'avais perdu le droit de disposer de mon propre bien. Je peux, Jean-Pierre, et je le fais. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Cette question qui aurait dû être évidente. Mon anniversaire? Un silence. Quoi? Ton anniversaire? Vous n'êtes pas venu? Ah ça? Il a soupiré, agacé. Maman, Camille était malade. On ne pouvait pas venir. Tu aurais pu appeler? J'ai oublié. On était débordés. Oublié. 7 ans de virement mensuel. 252 000 $. Et il avait oublié. J'ai appelé 37 fois. Oui, eh bien, on avait autre chose à faire que de répondre au téléphone. Sa voix montait. Tu ne comprends pas que nous avons une vie, des responsabilités? On ne peut pas être disponible 24 heures sur 24. Quelque chose s'est durci en moi. Jean-Pierre, le loyer est fixé à 2 800 €. Si tu ne souhaites pas payer, tu es libre de chercher un autre logement. C'est du chantage. Non, c'est du réalisme. Papa avait raison sur toi. Cette phrase m'a coupé le souffle. Pardon? Papa disait que tu étais égoïste, que tu ne pensais qu'à toi, que tu utilisais l'argent pour contrôler les gens. Édouard, mon ex-mari qui m'avait quitté pour une femme de 20 ans, sa cadette, qui avait disparu pendant des années, refaisant sa vie à Lyon avec sa nouvelle famille, qui n'avait jamais versé un centime de pension alimentaire malgré le jugement. C'était lui qui racontait cela à notre fils. Si c'est ce que tu penses de moi, Jean-Pierre, alors tu seras sans doute plus heureux ailleurs. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. Mais je n'ai pas pleuré. À la place, j'ai ouvert mon carnet en cuir bordeaux. Un cadeau de ma mère, des décennies plus tôt. Sur la première page, elle avait écrit à l'encre bleue « Pour ma Madeleine, n'oublie jamais ta valeur, maman ». J'ai relu cette phrase plusieurs fois, puis j'ai commencé à écrire. Pas pour Jean-Pierre, pas pour Aurélie, pour moi. J'ai écrit tout ce que j'avais donné. Pas seulement l'argent, le temps, l'énergie. Les week-ends passés à garder Camille pendant qu'il partait en escapade romantique. Les nuits blanches quand Jean-Pierre me téléphonait à 3 heures du matin pour se plaindre de sa vie. Les cadeaux de Noël somptueux que je choisissais avec soin et qui recevaient à peine un merci distrait. J'ai rempli 8 pages et à la fin, j'ai écrit une seule phrase. Je mérite mieux que cela. C'était la première fois de ma vie que je l'écrivais. La première fois que je le pensais vraiment. Le samedi matin, j'ai reçu un message d'Aurélie. « Madeleine, nous devons parler. Pas belle maman. Pas maman. Madeleine. » Comme si nous étions des étrangères. Ce qui, je commençais à le comprendre, était peut-être la vérité depuis le début. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cela me fait du bien de savoir que je ne suis pas seule. J'ai attendu 2 heures avant de répondre au message d'Aurélie. Pas par calcul, simplement parce que je n'étais pas prête. Je me suis préparé un thé Earl Grey, je me suis installée dans mon fauteuil Voltaire près de la fenêtre et j'ai regardé Paris s'agiter en contrebas. Les toits gris ardoise, les cheminées en pierre, cette ville que j'aimais depuis toujours. Finalement, j'ai tapé « Je t'écoute ». Sa réponse est arrivée instantanément. Pas par message. Il faut qu'on se voie. Demain, 11 heures, café Le Rostand. Le Rostand. Juste en face du Luxembourg. Comme si elle avait choisi exprès un lieu que j'aimais pour me mettre à l'aise, ou pour mieux m'affronter sur mon propre terrain. J'ai hésité. Puis j'ai écrit « D'accord. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. » Je me réveillais toutes les heures, l'esprit traversé de scènes imaginaires. Aurélie me suppliant, Aurélie m'insultant, Aurélie pleurant. Mon imagination tournait en boucle, cherchant à anticiper ce qui allait se passer. Vers 5 heures du matin, j'ai abandonné l'idée de dormir. Je me suis levée, j'ai pris une douche longue et chaude, puis je me suis habillée avec soin. Tailleur en tweed gris anthracite, chemisier en soie crème, mes escarpins noirs, les perles que ma mère m'avait offertes pour mes 40 ans.
Je me suis regardée dans le miroir. Une femme de 75 ans me regardait en retour. Des rides, oui. Des cheveux blancs, oui. Mais aussi des yeux clairs, un port de tête digne, une certaine élégance que les années n'avaient pas effacée. « Tu es Madeleine Rochefort », me suis-je dit à voix haute. « Tu as plaidé devant des juges intimidants. Tu as gagné des procès impossibles. Tu ne vas pas te laisser déstabiliser par une fille de 35 ans. » À 10h50, j'étais assise en terrasse au Rostand. J'avais choisi une table avec vue sur le jardin. Le soleil de novembre était pâle, mais présent. J'ai commandé un café. Aurélie est arrivée à 11h05. Volontairement en retard, j'imagine, pour me faire attendre, pour établir un rapport de force. Elle portait un manteau en laine beige, un sac Longchamp, des bottines à talons. Ses cheveux châtains étaient coiffés en un chignon lâche, belle, comme toujours. Mais il y avait quelque chose de tendu dans son visage. Elle s'est assise sans me faire la bise. « Bonjour Madeleine. »« Bonjour Aurélie. » Un silence. Le serveur est venu prendre sa commande. « Un thé vert, s'il vous plaît. » Quand il est parti, elle a posé son sac sur la table et m'a regardé droit dans les yeux. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai bu une gorgée de café avant de répondre. C'est pourtant simple. L'appartement que je vous prête depuis 7 ans va désormais être loué aux conditions du marché. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'on a fait? Cette question, encore. Mon anniversaire, Aurélie. Vous n'êtes pas venue. Vous n'avez pas appelé. Vous avez ignoré 37 de mes appels. Elle a eu un geste agacé de la main. Jean-Pierre t'a expliqué. Camille était malade. Nous avons eu une journée horrible. On ne pouvait pas venir. Alors, pourquoi ne pas avoir décroché le téléphone? Un simple message aurait suffi. Désolé, on ne peut pas venir, on t'expliquera. 30 secondes. On était débordés. Sa voix montait légèrement. Tu n'as pas idée de ce que c'est, élever un enfant aujourd'hui. Les devoirs, les activités, les rendez-vous médicaux, on court partout. J'ai senti une colère froide monter en moi. J'ai élevé Jean-Pierre seul pendant 20 ans, Aurélie. Seul, sans le père, sans aide, tout en travaillant 60 heures par semaine. Alors ne viens pas m'expliquer ce que c'est qu'élever un enfant. Elle a cligné des yeux, surprise par mon ton. Écoute, elle a changé de stratégie, adoucissant sa voix. Je comprends que tu sois blessée. Vraiment, on aurait dû t'appeler. C'était une erreur. Mais est-ce que ça justifie de nous punir comme ça? Je ne vous punis pas. Je rétablis un équilibre. 2800 € par mois, Madeleine. Tu sais très bien qu'on ne peut pas payer ça. Alors déménagez. Le mot est sorti net, tranchant. Elle a reculé légèrement sur sa chaise. Tu es sérieuse? Parfaitement. Son visage s'est durci. Et les 3000 $? Tu arrêtes aussi? Oui. Mais comment on va faire? Sa voix était devenue aiguë. Jean-Pierre ne gagne pas assez. On a des factures, des crédits, Camille qui grandit. Comment veux-tu qu'on s'en sorte sans ton aide? Vous vous débrouillerez, comme tout le monde. Elle m'a regardée avec une expression que je n'avais jamais vue chez elle. Pas de la colère, de la haine pure. Tu es en train de nous abandonner. Non, Aurélie. Je suis en train de me retrouver. Tu es égoïste. J'ai souri. Un sourire triste mais lucide. Pendant 7 ans, j'ai donné 3000 $ par mois. 252 000 $ au total. Plus l'appartement gratuit, qui vaut environ 33 000 € par an en loyer. Sur 7 ans, cela fait 231 000 € supplémentaires. J'ai sorti une feuille de mon sac. J'avais fait les calculs la veille. En tout, vous avez reçu de moi l'équivalent de 450 000 € en 7 ans, sans compter les cadeaux de Noël, d'anniversaire, les week-ends où je gardais Camille, les repas que je vous offrais. J'ai posé la feuille devant elle. Et en échange, pendant ces 7 ans, combien de fois êtes-vous venu me voir spontanément, sans que je demande? Combien de fois avez-vous appelé pour prendre de mes nouvelles? Combien de fois Camille a-t-elle dormi chez moi juste pour passer du temps avec sa grand-mère? Aurélie fixait la feuille sans répondre. Je vais te le dire, Aurélie. 4 fois, en 7 ans. 4 visites spontanées. Toutes les 4 parce que vous aviez besoin de quelque chose. Une fois pour me demander de garder Camille pendant que vous partiez en vacances. Une fois pour emprunter ma voiture. 2 fois parce que Jean-Pierre voulait de l'argent supplémentaire pour un projet qui n'a jamais vu le jour. Ma voix restait calme, mais chaque mot était une pierre que je déposais entre nous. Alors non, Aurélie, je ne suis pas égoïste. J'ai simplement cessé d'être une idiote. Elle s'est levée brusquement, renversant presque sa tasse de thé. Tu vas le regretter. Peut-être, mais au moins, je vivrai avec ma dignité intacte. Elle a attrapé son sac. Tu ne reverras plus Camille. Ces mots m'ont transpercé comme une lame, mais j'ai tenu bon. Si c'est le prix à payer pour retrouver mon respect de moi-même, alors soit.
Mais rappelle-toi ceci, Aurélie, un jour, Camille sera grande, et elle posera des questions. Elle voudra savoir pourquoi elle ne voit plus sa grand-mère. Et ce jour-là, tu devras lui expliquer que c'était parce que je refusais de continuer à vous entretenir financièrement. Aurélie est partie sans un mot de plus. Je suis restée assise là, tremblante, le cœur battant. Le serveur est venu débarrasser la table. « Tout va bien, madame ?» « Oui, tout va bien. » Et étrangement, c'était vrai. Pour la première fois depuis des années, quelque chose en moi s'était remis en place, comme un os fracturé qui retrouve enfin son alignement. J'ai payé l'addition, puis je suis rentrée chez moi en marchant lentement dans les allées du Luxembourg. Les feuilles mortes craquaient sous mes pas. L'air était frais, vivifiant. En arrivant à la maison, j'ai ouvert mon carnet en cuir bordeaux. J'ai relu la phrase de ma mère « N'oublie jamais ta valeur ». Puis j'ai écrit en dessous « Aujourd'hui, j'ai choisi ma dignité. Et peu importe ce qui arrive ensuite, personne ne pourra me retirer cette victoire. » 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon notaire. Jean-Pierre avait pris rendez-vous avec lui. Il voulait contester ma décision. Il prétendait que l'appartement lui revenait de droit, que c'était une promesse de donation, qu'il avait des témoins. Mon notaire, Maître Bernard, un homme de 60 ans qui me connaissait depuis 30 ans, avait été très clair avec lui. Madame Rochefort est propriétaire unique du bien. Aucun contrat de donation n'a été signé. Elle est parfaitement en droit de louer son appartement aux conditions qu'elle souhaite. Jean-Pierre avait insisté. Il avait menacé de porter plainte. Pour quel motif ? Avait demandé Maître Bernard. Jean-Pierre n'avait pas su répondre. En raccrochant avec moi, Maître Bernard avait ajouté « Madeleine, je ne devrais pas vous dire cela, mais je suis fier de vous. Il était temps. Le 1er décembre est arrivé. Pas de loyer, pas de message. Rien. Le 5 décembre, j'ai envoyé un courrier de mise en demeure. Le 10 décembre, toujours rien. Et c'est là que les choses ont pris une tournure que je n'avais pas anticipée. Le 15 décembre, j'ai reçu un appel de mon amie Sylvie. Sylvie était bibliothécaire à la Sorbonne, une femme discrète, cultivée, qui me connaissait depuis mes années d'université. Nous déjeunions ensemble une fois par mois, toujours le même jour, toujours au même endroit. Une petite brasserie rue Soufflot. « Madeleine, il faut que je te dise quelque chose. » Sa voix était gênée, hésitante. « Je t'écoute. J'ai croisé Jean-Pierre hier, à la bibliothèque. Mon cœur s'est serré. Jean-Pierre n'était jamais un grand lecteur. Que faisait-il là-bas ? Il était avec 2 personnes, un homme et une femme. Ils parlaient dans le hall. Je suis passée près d'eux par hasard et... Elle a hésité. « Madeleine, je crois qu'il parlait de toi. »« Comment ça ? » Jean-Pierre disait que tu étais devenue folle, que tu avais des pertes de mémoire, qu'Aurélie et lui s'inquiétaient pour toi. La femme prenait des notes, elle avait l'air d'être, je ne sais pas, une assistante sociale peut-être, ou une avocate. Un frisson glacé m'a parcouru. « Tu es sûre de ce que tu as entendu ? » ?»« Certaine. »« Et Madeleine ? Il a dit que tu vivais seule, que tu refusais toute aide, que tu devenais paranoïaque. » J'ai remercié Sylvie et raccroché. Mes mains tremblaient. Je connaissais cette stratégie. Je l'avais vue des centaines de fois dans ma carrière d'avocate. Quand quelqu'un veut obtenir quelque chose d'une personne âgée, un bien, un héritage, une procuration, la méthode est toujours la même. Faire passer la personne pour incompétente, fragile, incapable de prendre ses propres décisions. Jean-Pierre était en train de préparer le terrain pour me faire déclarer inapte. J'ai immédiatement appelé Maître Bernard. « Je veux que vous établissiez un dossier complet de ma santé mentale et physique. Attestation médicale, bilan cognitif, tout ce qui peut prouver que je suis parfaitement lucide. Vous pensez que votre fils va essayer de... » « Oui, c'est exactement ce qu'il va faire. » Maître Bernard a soupiré longuement. « Je vais m'en occuper. Mais Madeleine, cela va devenir très désagréable. Êtes-vous prête à affronter votre propre fils devant un juge ? Je n'ai pas le choix. » Dans les jours qui ont suivi, j'ai fait tous les examens nécessaires. Bilan sanguin complet, consultation avec un gériatre, test de mémoire, d'orientation, de raisonnement, électrocardiogramme, tension, capacité physique, résultat, une femme de 75 ans en excellente santé, avec toutes ses facultés intellectuelles intactes. Le médecin avait même souri en me rendant les résultats. « Madame Rochefort, vous avez la lucidité d'une femme de 50 ans et la santé d'une sportive. Continuez comme ça. » J'ai fait authentifier tous les documents par un huissier. Puis j'ai attendu. Le 20 décembre, la lettre est arrivée. Une convocation du tribunal de grande instance. Jean-Pierre Rochefort et Aurélie Dumas contre Madeleine Rochefort.
demande de mise sous tutelle pour cause de sénilité avancée et comportement erratique mettant en danger le patrimoine familial. J'ai lu la requête 3 fois. Il prétendait que je souffrais de perte de mémoire sévère, que je parlais seul, que j'oubliais de manger, que j'avais menacé de me jeter par la fenêtre, que ma décision soudaine concernant l'appartement et l'argent prouvait une altération profonde de mon jugement. Tout était faux, mais c'était écrit noir sur blanc, avec la signature d'un avocat au bas de la page. Je me suis assise dans mon fauteuil Voltaire. J'ai regardé par la fenêtre. Paris continuait de vivre, indifférent à mon drame personnel. Et j'ai compris quelque chose. Mon fils n'était pas juste immature ou ingrat. Il était dangereux. Il était prêt à me détruire pour garder son confort. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai pleuré. Pas de rage, pas même de tristesse. Plutôt une forme de deuil. Le deuil du fils que j'avais cru avoir. Le deuil de la relation que j'avais imaginée. J'ai ouvert mon carnet Bordeaux et j'ai écrit. Mon fils essaie de me faire passer pour folle afin de continuer à vivre gratuitement dans mon appartement. Voilà où mène l'amour inconditionnel mal placé. Puis j'ai appelé l'avocate la plus redoutable que je connaissais, Maître Claire Dufresne. 60 ans, spécialisée en droit de la famille et des successions. Une femme avec qui j'avais plaidé autrefois, avant ma retraite. Elle avait la réputation de ne jamais perdre. Madeleine, quelle surprise! Je lui ai tout expliqué. L'argent, l'appartement, l'anniversaire, la convocation. Quand j'ai terminé, il y a eu un long silence. Tu veux que je te dise la vérité? Toujours. Ce que fait ton fils est abject, mais c'est aussi très courant. J'ai au moins 3 dossiers similaires en ce moment. Des enfants adultes qui essaient de faire déclarer leurs parents inaptes pour garder le contrôle sur leur argent. C'est devenu une épidémie. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, ne pas avoir peur. Tu as tous les documents médicaux qu'il faut? Oui, parfait. Ensuite, on va contre-attaquer. On ne va pas juste se défendre. On va montrer au juge exactement ce qui s'est passé. Les virements bancaires, l'historique, l'absence de reconnaissance. Et surtout, on va démontrer que leur motivation n'est pas ton bien-être, mais leur portefeuille. Sa voix était ferme, rassurante. Tu ne seras pas seule dans cette salle d'audience, Madeleine. Je serai là. Et je te promets qu'ils vont comprendre à qui ils ont affaire. L'audience était prévue pour le 15 janvier. Les semaines précédentes ont été étranges. J'oscillais entre la colère et une forme de sérénité glacée. Je préparais mon dossier avec Maître Dufresne. Nous avons reconstitué 7 ans de transactions. Chaque virement, chaque cadeau, chaque moment où j'avais été présente alors qu'eux étaient absents. Le dossier faisait 87 pages. J'ai aussi demandé à mes amis, Marguerite, Sylvie, 2 anciennes collègues avocates, de rédiger des attestations sur ma santé mentale, ma lucidité, ma capacité à gérer ma vie. Et j'ai fait quelque chose d'autre. J'ai écrit une lettre à Camille, une longue lettre que je comptais lui donner quand elle serait grande, quand elle aurait 18 ans, 20 ans peut-être. Une lettre où j'expliquais tout, non pas pour la monter contre ses parents, mais pour qu'elle comprenne, pour qu'elle sache que sa grand-mère l'avait aimée, que si elle ne l'avait pas vue grandir, ce n'était pas par choix. J'ai plié cette lettre et je l'ai mise dans une enveloppe que j'ai confiée à Maître Bernard avec instruction de ne la remettre à Camille que le jour de ses 18 ans. « Vous êtes sûre ?» m'a-t-il demandé. « Certaine. Un jour, elle voudra savoir, et je veux qu'elle entende ma version. » Le 14 janvier, la veille de l'audience, j'ai reçu un message de Jean-Pierre. « Maman, on peut encore éviter le tribunal. Annule le loyer, reprend les virements, et on oublie tout. » J'ai regardé ce message longtemps. La partie de moi qui était encore mère voulait dire oui, voulait tout pardonner, voulait retrouver son fils. Mais la partie de moi qui avait été avocate pendant 30 ans savait reconnaître une manipulation. J'ai répondu « Non, rendez-vous demain à 14 heures. » Ce soir-là, j'ai mis ma plus belle robe. Un fourreau en laine bleu marine, simple mais élégant. J'ai coiffé mes cheveux, appliqué du rouge à lèvres. J'ai sorti le carnet Bordeaux et j'ai relu toutes mes notes depuis le début. Et j'ai compris que cette bataille n'était pas juste pour l'appartement ou l'argent. C'était pour mon âme, pour le droit d'exister autrement que comme un distributeur de billets, pour prouver qu'une femme de 75 ans pouvait encore se tenir debout et dire non. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en allant jusqu'au tribunal. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-le-moi en commentaire. Parfois, vos mots m'aident à mieux comprendre mon propre chemin. Le 15 janvier, je me suis réveillée à 6 heures du matin. Le ciel était encore noir. Paris dormait dans le froid de janvier. J'ai préparé du café, je me suis installée près de la fenêtre
et j'ai regardé la ville s'éveiller lentement. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais réveillée ainsi, avant un procès important. Cette nervosité familière dans le ventre, cette lucidité extrême où chaque détail compte. Mais cette fois, ce n'était pas pour défendre un client, c'était pour me défendre moi-même. À midi, j'ai déjeuné légèrement. Une salade, un thé. Je ne voulais pas être lourde, fatiguée. J'avais besoin de toute ma clarté d'esprit. À 13 heures, Maître Dufresne est passé me chercher. Elle portait un tailleur noir impeccable, ses cheveux gris coupés au carré, ses lunettes à monture fine, une allure de général avant la bataille. Prête? Oui. Dans la voiture, elle a revu les points essentiels avec moi. Ils vont essayer de te déstabiliser. Ils vont parler de ton âge, de ta solitude, de tes prétendus oublis. Ne réagis pas émotionnellement. Reste calme, factuel. Le juge n'aime pas le mélodrame. Il aime les faits. Je sais. Elle m'a regardé et a souri. Mais bien sûr que tu sais. Tu as été l'une des meilleures. Nous sommes arrivés au palais de justice à 13h45. L'immense bâtiment de pierre grise, avec ses colonnes, ses escaliers majestueux. J'y avais passé des centaines d'heures dans ma carrière. Aujourd'hui, j'y entrais comme justiciable. Jean-Pierre et Aurélie étaient déjà là, dans le couloir, avec leur avocat. Un homme d'une quarantaine d'années, costume gris, mallette en cuir. Il avait l'air confiant. Jean-Pierre ne m'a pas regardé. Aurélie m'a fixé avec une expression de défi. J'ai marché droit devant moi, sans détourner les yeux. Maître Dufresne à mes côtés. Salle 3, a-t-elle murmuré. Nous sommes entrés. La salle d'audience était petite. Une table pour le juge, des chaises pour les parties, des murs beiges, une lumière froide. Rien de grandiose. Juste un endroit où des vies se décident. Le juge est entré à 14 heures précises. Madame, la juge Anne Forestier. Une femme d'une cinquantaine d'années, cheveux châtains tirés en chignon strict, regard perçant derrière des lunettes sans monture. J'avais entendu parler d'elle, réputée pour sa rigueur et son absence de sentimentalisme. Affaire Rochefort contre Rochefort, demande de mise sous tutelle. Sa voix était neutre, professionnelle. L'avocat de Jean-Pierre s'est levé le premier. Madame la juge, nous sommes ici aujourd'hui par inquiétude profonde pour Madame Madeleine Rochefort, mère de mon client. Depuis plusieurs mois, nous constatons des changements préoccupants dans son comportement. Des pertes de mémoire, des décisions irrationnelles, un isolement croissant. Il a sorti des documents. Madame Rochefort a brutalement cessé tout soutien financier à son fils, alors qu'elle l'assistait depuis 7 ans. Elle a également exigé un loyer exorbitant pour un appartement qu'elle leur prêtait gracieusement. Ces décisions soudaines, sans explication cohérente, témoignent d'une altération du jugement. Il a continué pendant 10 minutes, dressant le portrait d'une vieille femme confuse, seule, incapable de gérer ses affaires. J'écoutais sans sourciller, puis ce fut au tour de Maître Dufresne. Elle s'est levée lentement, a posé ses mains à plat sur la table et a regardé le juge droit dans les yeux. Madame la juge, nous sommes effectivement face à une situation préoccupante, mais pas celle que décrit mon confrère. Nous sommes face à une tentative d'abus financier déguisée en sollicitude familiale. Elle a ouvert notre dossier. Madame Madeleine Rochefort a 75 ans. Elle a été avocate pendant 30 ans, spécialisée en droit de la famille. Elle a pris sa retraite il y a 5 ans avec tous ses honneurs. Depuis lors, elle a géré son patrimoine avec une rigueur exemplaire. Elle a sorti les attestations médicales. Voici les résultats de ses examens médicaux récents. Santé physique excellente, capacités cognitives supérieures à la moyenne pour son âge. Aucun signe de démence, d'Alzheimer ou de quelque pathologie que ce soit. Ces documents ont été établis par 3 médecins différents, il y a moins de 3 semaines. Le juge a parcouru les documents. Continuez, maître. Madame la juge, permettez-moi maintenant de vous expliquer le contexte réel de cette affaire. Maître Dufresne a sorti les relevés bancaires. Pendant 7 années consécutives, Madame Rochefort a versé 3 000 $ par mois à son fils et sa belle-fille, soit un total de 252 000 $. Elle leur a également prêté gratuitement un appartement de 3 pièces dans le 16e arrondissement, d'une valeur locative de 2 800 € mensuels. Sur 7 ans, cela représente 230 et 1 000 € supplémentaires. Elle a marqué une pause. En tout, Madame Rochefort a offert à son fils l'équivalent de 450 000 € en 7 ans, sans aucune obligation légale, par pure générosité maternelle. Le juge écoutait attentivement. Et qu'est-ce qui a changé? Le 15 novembre dernier, Madame Rochefort a célébré ses 75 ans. Elle avait invité son fils, sa belle-fille et sa petite-fille à un dîner.
Elle avait préparé pendant 3 jours. Maître Dufresne a sorti le relevé de mon téléphone. Ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas appelé. Madame Rochefort a tenté de les joindre 37 fois entre 19h et 22h30. Aucune réponse, aucun message d'excuse. Elle a laissé l'information résonner dans la salle. Suite à cet événement, Madame Rochefort a pris une décision parfaitement rationnelle. Cesser de financer l'ingratitude. Elle a arrêté les virements mensuels et a demandé un loyer conforme au marché pour son appartement. L'avocat de Jean-Pierre s'est levé. Madame la juge, cet anniversaire oublié est regrettable, mais il ne justifie pas une réaction aussi extrême. C'est précisément le genre de réaction disproportionnée qui témoigne d'un problème mental. Maître Dufresne s'est tourné vers lui, glacial. Disproportionné? Expliquez-moi, maître, en quoi décider de ne plus entretenir financièrement un homme de 40 ans parfaitement capable de travailler est disproportionné? Le juge a levé la main. Maître Dufresne, avez-vous d'autres éléments? Oui, madame la juge. J'aimerais que Madame Rochefort témoigne elle-même. Le juge a acquiescé. Madame Rochefort, approchez. Je me suis levé. Mon cœur battait fort, mais mes mains ne tremblaient pas. J'ai marché jusqu'à la barre. Le juge m'a regardé. Madame Rochefort, pouvez-vous nous expliquer, dans vos propres mots, pourquoi vous avez pris ces décisions? J'ai respiré profondément. Madame la juge, j'ai aimé mon fils plus que tout au monde. Je l'ai élevé seul après le divorce. Je lui ai donné la meilleure éducation possible. Quand il s'est marié, j'ai voulu l'aider à démarrer dans la vie. Ma voix était calme, posée. Mais au fil des années, j'ai compris que je n'étais plus une mère à ses yeux. J'étais devenue une source de revenus, une banque. On me contactait quand on avait besoin d'argent. Jamais juste pour prendre de mes nouvelles. J'ai regardé Jean-Pierre. Il fixait le sol. Mon anniversaire a été la goutte d'eau. Non pas parce qu'ils ont oublié, mais parce que, quand j'ai essayé de les joindre 37 fois, ils ont choisi de rejeter chacun de mes appels. Cela prend 1 seconde de décrocher et de dire « Maman, on est désolé, on ne peut pas venir ». Mais ils n'ont même pas pris cette seconde. Le juge écrivait « Et votre décision concernant l'argent et l'appartement ? Madame la juge, je ne suis ni sénile ni cruelle. Je demande simplement que mon fils et sa femme assument leur vie d'adulte. Je leur ai donné 7 ans d'aide. Aujourd'hui, je choisis de vivre mes dernières années avec dignité, sans être considéré uniquement comme un porte-monnaie. Vous ne regrettez pas votre décision? Je regrette d'avoir attendu si longtemps. Un silence a rempli la salle. L'avocat de Jean-Pierre s'est levé. Madame la juge, puis-je interroger Madame Rochefort? Je vous en prie. Il s'est approché de moi. Madame Rochefort, n'est-il pas vrai que vous vivez seule, que vous n'avez personne pour veiller sur vous? Je vis seule par choix. J'ai des amis que je vois régulièrement. Je suis parfaitement capable de gérer ma vie. Mais à votre âge, ne pensez-vous pas qu'il serait plus sage de laisser votre fils vous aider à gérer votre patrimoine? J'ai souri. Maître, j'ai géré des fortunes bien plus importantes que la mienne pendant 30 ans de carrière. Je ne pense pas avoir besoin de l'aide d'un homme qui ne peut même pas payer son propre loyer. Quelques rires étouffés dans la salle. L'avocat a rougi. Madame Rochefort, reconnaissez-vous que votre décision a mis votre fils et sa famille en difficulté financière? Oui, et c'était l'objectif. Qu'il découvre ce que signifie être responsable de sa propre vie. Vous admettez donc vouloir leur nuire? Non, je veux qu'ils grandissent. Le juge a interrompu. C'est suffisant. Madame Rochefort, vous pouvez vous rasseoir. Je suis retournée à ma place. Maître Dufresne m'a souri discrètement. Le juge a consulté ses notes pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis, elle a levé les yeux. Après examen des pièces et audition des parties, la demande de mise sous tutelle est rejetée. J'ai senti mes épaules se détendre. Madame Rochefort présente toutes les capacités mentales et physiques nécessaires à la gestion de ses affaires. Ses décisions, bien que difficiles pour son fils, sont parfaitement rationnelles et légitimes. Elle a regardé Jean-Pierre. « Monsieur Rochefort, votre mère vous a donné près d'1 demi-million d'euros sur 7 ans. Au lieu de la traduire en justice, vous devriez peut-être simplement la remercier. » Elle a frappé son marteau. L'audience est levée. Je suis sorti de la salle d'audience dans un état second. Maître Dufresne m'a serré dans ses bras. « Tu as été magnifique. » Dehors, sur les marches du palais de justice, je me suis arrêté. J'ai respiré l'air froid de janvier. Paris brillait sous un ciel dégagé. Derrière moi, j'ai entendu des pas. Jean-Pierre, il était seul. Aurélie était restée à l'intérieur avec leur avocat. « Maman », je me suis retourné. Son visage était pâle, défait. Il a cherché ses mots. Mais moi, je n'avais plus rien à dire. Je suis descendu les marches sans un mot. Et je suis rentré chez moi, seul, mais libre.
Les semaines qui ont suivi l'audience ont été étrangement paisibles. Jean-Pierre n'a pas rappelé, pas de message, pas de tentative de contact, comme si, en perdant le procès, il avait aussi perdu tout intérêt pour moi. Cela aurait dû me soulager. Mais la vérité, c'est que cela me faisait mal, parce que cela confirmait ce que je savais déjà au fond de moi. Je n'avais jamais été sa mère. J'avais été son capital. Début février, Maître Bernard m'a appelé. « Madeleine, j'ai reçu un courrier de l'avocat de Jean-Pierre. Il quitte l'appartement. Fin mars. Mon cœur s'est serré malgré tout. Ils ont trouvé un autre logement? Apparemment, ils vont s'installer à Montreuil. Un 3 pièces. Loyer 1 800 €. Montreuil. La banlieue est, loin du 16e arrondissement et de son élégance bourgeoise. Loin de moi aussi. Bien. Madeleine, vous allez bien? Oui, je vais bien. Mais je ne savais pas si c'était vrai. Les jours suivants, je me suis surprise à passer devant l'immeuble de l'avenue Mozart. Je ne montais pas. Je restais en bas, sur le trottoir d'en face, à regarder les fenêtres du 3e étage. C'était stupide, infantile même, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Un après-midi, j'y suis allée, et je les ai vus. Jean-Pierre chargeait des cartons dans une camionnette de location. Aurélie tenait Camille par la main. Ma petite fille avait grandi. Elle devait avoir 7 ans maintenant. Des tresses blondes, un manteau rouge, un petit cartable rose. Elle ne m'a pas vue. Je suis restée là, cachée derrière un arbre, comme une voleuse, regardant ma propre famille m'échapper. Et pour la première fois depuis l'audience, j'ai pleuré. Pas de colère, pas de rage, juste une tristesse profonde, ancienne, qui remontait de très loin. La tristesse d'avoir tout donné et de se retrouver avec rien. La tristesse de découvrir que l'amour maternel, même le plus pur, ne garantit rien. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet Bordeaux. J'ai relu toutes mes notes depuis le début. Depuis cette première phrase, je mérite mieux que cela. Et j'ai écrit « Aujourd'hui, j'ai compris que gagner ne signifie pas être heureuse. Mais perdre aurait signifié me perdre moi-même. » Alors je continue. Mars est arrivé. L'appartement a été vidé. Maître Bernard a fait l'état des lieux. Quelques petits dégâts, rien de grave. J'ai décidé de faire refaire la peinture, de changer les rideaux, de transformer cet espace en quelque chose de neuf. J'ai mis l'appartement en location au prix du marché. 2 800 €. En 3 jours, j'ai eu 15 candidatures. J'ai choisi un jeune couple de médecins, sympathiques, sérieux. Ils ont emménagé début avril. La vie reprenait son cours, mais quelque chose en moi restait en suspens, comme une phrase inachevée. Un matin d'avril, je prenais mon café près de la fenêtre quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. « Allô? Madame Rochefort ?» Une voix de femme, jeune, hésitante. « Oui, je m'appelle Stéphanie. Je suis l'assistante sociale de l'école primaire Olivier Métras à Montreuil. » Mon cœur s'est arrêté. « Oui, je vous appelle au sujet de Camille Rochefort. Votre petite fille, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, rassurez-vous. Mais nous avons remarqué certains changements dans son comportement ces dernières semaines. Elle est devenue très silencieuse. Elle ne joue plus avec les autres enfants. Et hier, son institutrice l'a trouvée en train de pleurer pendant la récréation. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé de sa grand-mère. Elle a dit qu'elle ne vous voyait plus, que vous étiez parti. Nous avons essayé de joindre ses parents, mais ils sont... Elle a hésité. Ils sont assez distants avec l'école. Alors j'ai pensé, peut-être pourriez-vous... Donner mon numéro à l'école était interdit, ai-je dit doucement. Mes fils ne voulaient plus que je voie Camille. Un silence embarrassé. Je comprends, c'est délicat, mais l'institutrice et moi pensions que, si vous aviez la possibilité de la voir, cela pourrait l'aider. Les enfants souffrent beaucoup des ruptures familiales. Je ne sais pas si ses parents accepteront. Peut-être pourriez-vous essayer? Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps, le téléphone à la main. Camille me cherchait. Camille pleurait. Camille pensait que j'étais partie. Toute ma résolution, toute ma dignité reconquise, tout cela vacillait face à cette image. Une petite fille de 7 ans qui pleurait en pensant à sa grand-mère. J'ai pris mon carnet Bordeaux. J'ai relu la phrase de ma mère « N'oublie jamais ta valeur ». Puis, j'ai écrit une nouvelle phrase en dessous. Parfois, la dignité ne suffit pas. Parfois, l'amour exige qu'on tende la main, même à ceux qui nous ont blessés. J'ai réfléchi toute la journée. Le soir, j'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de Jean-Pierre. 3 sonneries. Puis sa voix, méfiante. « Allô? Jean-Pierre, c'est maman. » Silence. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix était froide, hostile. J'ai eu un appel de l'école de Camille. « Comment as-tu eu ce numéro ?»
Ce n'est pas important. Jean-Pierre, l'assistante sociale m'a dit que Camille ne va pas bien, qu'elle pleure, qu'elle parle de moi. Et alors, c'est ta faute. Ces mots m'ont transpercé. Ma faute? Tu nous as abandonnés. Tu as choisi l'argent plutôt que ta famille. Qu'est-ce que tu voulais que je dise à Camille? Ta grand-mère préfère son compte en banque à toi? J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures ont blanchi. Jean-Pierre, tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Vraiment? Tu nous as virés de l'appartement. Tu as arrêté de nous aider. Tu nous as traînés en justice. Vous m'avez traîné en justice. Vous avez essayé de me faire passer pour folle, parce que tu te comportais comme une folle. J'ai respiré profondément. Je devais garder mon calme, pour Camille. Jean-Pierre, je ne t'appelle pas pour me disputer. Je t'appelle pour Camille. Elle souffre. Elle a besoin de stabilité. Elle a besoin de quoi? De toi? Il a ri amèrement. Tu crois que tu peux débarquer maintenant, après tout ce que tu as fait, et jouer les grand-mères attentionnées? Je n'ai jamais cessé d'être sa grand-mère. C'est toi qui m'as interdit de la voir. Parce que tu es toxique, ce mot. Toxique. Moi, toxique. Moi qui avais donné 450 000 €. Moi qui avais gardé Camille des dizaines de mercredis. Moi qui avais payé les vacances, les cadeaux, les cours de danse. Toxique. Jean-Pierre, si tu ne veux plus me voir, c'est ton droit. Mais Camille, elle, a besoin de sa grand-mère. Laisse-moi la voir, une fois par mois, un mercredi après-midi. Je viendrai la chercher, je la ramènerai. Non, Jean-Pierre, j'ai dit non. Tu ne la verras plus. Jamais. C'est fini. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. Et je le fais. Il a raccroché. Je suis restée assise dans le noir, le téléphone à la main, pendant des heures. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas ma détermination, pas ma dignité, mon cœur, parce qu'il y a des batailles qu'on peut gagner juridiquement, mais qu'on perd humainement. Et celle-ci, je venais de la perdre. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon carnet « J'ai gagné ma liberté, mais j'ai perdu ma petite fille. Et je ne sais pas si c'était le bon choix. Je ne le saurai peut-être jamais. » Dehors, Paris dormait, indifférent à mon chagrin. Et moi, Madeleine Rochefort, 75 ans, ancienne avocate respectée, femme libre et digne, j'ai pleuré jusqu'à l'aube. Parce que parfois, la victoire a un goût de cendre. Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Plus difficiles que le divorce avec Édouard. Plus difficiles que les années où j'élevais Jean-Pierre seul en travaillant 60 heures par semaine. Plus difficiles même que la mort de ma mère. Parce que cette fois, la douleur n'était pas causée par le destin ou la maladie. Elle était causée par mon propre fils, par un choix délibéré de me punir en m'arrachant Camille. J'ai arrêté de manger correctement. Je maigrissais. Marguerite s'en est aperçue lors d'un déjeuner. « Madeleine, tu as perdu combien? 5 kilos? Je ne sais pas. Tu dois manger. Je n'ai pas faim. » Elle a posé sa main sur la mienne. « Tu te fais du mal. Je sais, mais je ne savais pas comment arrêter. Chaque soir, je pensais à Camille. Je l'imaginais dans son école à Montreuil, seule pendant la récréation, pensant à moi. Je l'imaginais demandant à ses parents « Pourquoi mamie Madeleine ne vient plus ?» Et j'imaginais Aurélie répondre « Parce qu'elle ne nous aime plus. » Cette pensée me déchirait. Un soir de mai, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai pris ma voiture et je suis allée à Montreuil. J'ai trouvé l'adresse grâce à Maître Bernard, un immeuble moderne, sans charme, près de la ligne 9 du métro. Je me suis garée en face et j'ai attendu. À 17h30, je les ai vus sortir. Jean-Pierre tenait Camille par la main. Ils allèrent quelque part ensemble, peut-être à son cours de danse, peut-être juste faire des courses. Camille portait son cartable rose. Ses tresses blondes rebondissaient quand elle marchait. Elle parlait avec animation. Jean-Pierre l'écoutait distraitement, regardant son téléphone. Je suis sortie de la voiture. Je ne sais pas ce que je comptais faire. Leur parler, les suivre, juste voir Camille de plus près. Mais à ce moment-là, Jean-Pierre a levé les yeux. Il m'a vu. Son visage s'est durci. Il a dit quelque chose à Camille, puis il a pressé le pas, l'entraînant plus vite. Camille s'est retournée. Elle m'a vu. Pendant une fraction de seconde, nos regards se sont croisés. Elle a ouvert la bouche, surprise. Mais Jean-Pierre l'a tirée brutalement. « Viens, on est en retard. » Ils ont disparu au coin de la rue. Je suis restée plantée là, sur le trottoir, les jambes tremblantes. Je venais de voir ma petite fille, pendant 2 secondes, et elle m'avait reconnue. Je suis rentrée chez moi et je me suis effondrée sur mon canapé. J'ai pleuré pendant 1 heure. Puis j'ai ouvert mon carnet Bordeaux et j'ai écrit « Je dois arrêter.
Je ne peux pas continuer comme ça. Si je continue, je vais me détruire. Et Jean-Pierre aura gagné. Pas seulement l'argent ou l'appartement. Il aura gagné mon âme. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas changer Jean-Pierre. Je ne pouvais pas le forcer à me laisser voir Camille. Je ne pouvais pas revenir en arrière et tout effacer. Mais je pouvais choisir comment vivre avec cette douleur. Je pouvais choisir de ne pas mourir de chagrin. Le lendemain matin, j'ai appelé Marguerite. J'ai besoin d'aide. Je t'écoute. J'ai besoin de reprendre ma vie, de faire quelque chose, de ne pas juste attendre que le temps passe. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas encore, mais je veux me sentir utile. Je veux retrouver qui j'étais avant de devenir un distributeur automatique de billets. Marguerite a réfléchi. Tu te souviens de l'association dont je t'avais parlé? Celle qui aide les femmes victimes de violences conjugales? Vaguement. Ils cherchent des bénévoles, des avocates à la retraite, justement, pour donner des conseils juridiques gratuits. Quelque chose s'est allumé en moi. Tu crois qu'il m'accepterait? Madeleine, tu as 30 ans d'expérience en droit de la famille. Tu es exactement ce qu'il cherche. 2 jours plus tard, j'avais rendez-vous avec la directrice de l'association, une femme d'une 50aine d'années, énergique, passionnée. Madame Rochefort, nous serions honorés de vous avoir parmi nous. Nous recevons des dizaines de femmes chaque semaine qui ont besoin de conseils pour divorcer, obtenir des ordonnances de protection, récupérer la garde de leurs enfants. Mais la plupart n'ont pas les moyens de payer un avocat. Je comprends. Vous seriez disponible combien de temps par semaine? Autant que nécessaire. Elle a souri. Alors, bienvenue. J'ai commencé la semaine suivante. Chaque mardi et jeudi après-midi, je me rendais au local de l'association dans le 10e arrondissement. Une petite salle avec des chaises dépareillées, un bureau bancal, des affiches sur les murs. Et là, j'ai rencontré des femmes de tous âges, toutes origines, toutes conditions. Des femmes brisées par des années de violence, des femmes qui avaient tout perdu, des femmes qui essayaient de recommencer. Nadia, 28 ans, 2 enfants, qui avait fui son mari après qu'il l'ait frappée devant les petits. Elle ne savait pas comment demander le divorce. Je l'ai aidée à remplir les formulaires, à préparer son dossier. Sophie, 45 ans, cadre supérieur, qui avait honte d'avouer que son compagnon la manipulait psychologiquement depuis 10 ans. Je l'ai écoutée pendant 2 heures, puis je lui ai expliqué ce qu'était la violence psychologique, comment la prouver, comment s'en sortir. Aminata, 53 ans, sans papier, qui vivait avec un homme violent parce qu'elle avait peur d'être expulsée si elle le quittait. Je l'ai mise en contact avec une association spécialisée qui l'a aidée à régulariser sa situation. Chaque femme avait une histoire différente, mais toutes avaient une chose en commun. Elles avaient perdu leur dignité en cours de route, et elles essayaient de la retrouver, exactement comme moi. Un jeudi après-midi, j'ai reçu une jeune femme de 32 ans, Élise, belle, élégante, mais avec un regard éteint. Elle m'a raconté son histoire, un mari charmant au début, puis de plus en plus contrôlant. Il gérait tout l'argent du couple. Elle devait lui demander la permission pour acheter quoi que ce soit. Il vérifiait ses messages, ses appels, ses sorties. Il lui disait qu'elle était stupide, incapable, qu'elle ne survivrait pas sans lui. J'ai fini par le croire, m'a-t-elle dit en pleurant. J'ai fini par penser que j'avais besoin de lui, que je ne valais rien sans lui. Je l'ai regardé, et j'ai compris quelque chose. Mon histoire avec Jean-Pierre n'était pas si différente. Pas de violence physique, non, mais une forme de violence psychologique, une dépendance inversée. Lui qui me faisait croire que je devais continuer à donner pour mériter son amour. Moi qui finissais par penser que ma valeur de mère dépendait de mon utilité financière. Élise, écoutez-moi bien. Elle a levé les yeux vers moi. Vous n'êtes pas stupide, vous n'êtes pas incapable, et vous n'avez besoin de personne pour valider votre existence. Vous êtes une femme entière, complète, précieuse, exactement telle que vous êtes. Elle a hoché la tête en pleurant. Mais comment je fais pour y croire? En le décidant, un jour à la fois, un choix à la fois, et en vous entourant de personnes qui vous le rappellent quand vous l'oubliez. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet Bordeaux, et j'ai écrit « Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. En aidant ces femmes à retrouver leur dignité, je continue de retrouver la mienne. Jean-Pierre m'a pris Camille, mais il ne me prendra pas ma capacité à être utile, à donner du sens à ma vie, à aider celles qui en ont besoin. C'est ma vengeance silencieuse. Non pas la haine, non pas l'amertume, mais la construction d'une vie belle et pleine, malgré la blessure. Les mois ont passé. Juin, juillet, août, l'été parisien avec sa chaleur lourde, ses rues vidées par les vacances. Je n'ai plus essayé de voir Camille.
Je n'ai plus appelé Jean-Pierre. J'ai laissé le silence s'installer entre nous, comme une porte qui se ferme doucement. Mais je n'étais plus la même femme qu'en novembre. J'avais retrouvé quelque chose que j'avais perdu. Mon identité au-delà de la maternité. Mon utilité au-delà de mon fils. Ma valeur au-delà de ce que je pouvais donner financièrement. Et étrangement, cette découverte m'a apaisée. Pas complètement. La douleur était toujours là. Camille me manquait chaque jour, mais je ne me noyais plus dedans. J'avais appris à nager avec. Un soir de septembre, Marguerite et moi dînions ensemble. « Tu as l'air différente », m'a-t-elle dit. « Comment ça ? Plus sereine, plus toi-même. » J'ai souri. Je crois que j'ai enfin compris quelque chose. Quoi donc ? Qu'on ne peut pas forcer les gens à nous aimer, même quand ce sont nos propres enfants. Tout ce qu'on peut faire, c'est décider de s'aimer soi-même et de vivre en accord avec nos valeurs. Marguerite a levé son verre. À Madeleine Rochefort, la femme la plus courageuse que je connaisse. Nous avons trinqué. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ri. Vraiment ri. Parce que j'avais compris que la liberté n'était pas l'absence de douleur. C'était la capacité de vivre pleinement malgré elle. L'automne est arrivé avec ses couleurs rousses et son air frais. 1 an avait passé depuis mon 75e anniversaire. 1 an depuis ce dîner solitaire devant un gâteau aux framboises. 1 an depuis les 37 appels rejetés. Ma vie avait changé de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je continuais mon bénévolat à l'association 2 fois par semaine. J'avais aidé plus de 40 femmes à retrouver leur chemin. Certaines m'envoyaient des messages pour me tenir au courant. Nadia avait obtenu son divorce et la garde de ses enfants. Sophie avait quitté son compagnon et avait retrouvé confiance en elle. Aminata avait régularisé sa situation et trouvé un emploi. Chaque victoire de ces femmes était un peu la mienne aussi. J'avais également repris mes promenades quotidiennes au Luxembourg, mes déjeuners mensuels avec mes amis. J'avais même commencé à écrire, pas pour publier, juste pour moi. Des réflexions sur la vie, la maternité, le don, la dignité. Mon carnet Bordeaux était presque rempli. Et puis, un mardi de novembre, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais à l'association en train de recevoir une femme quand la directrice est entrée dans mon bureau. « Madeleine, pardon de vous déranger, mais il y a quelqu'un qui demande à vous voir. J'ai rendez-vous dans 10 minutes. Je sais, mais c'est votre fils. » Mon cœur s'est arrêté. « Jean-Pierre ? Oui, il est dans le hall. Il dit que c'est urgent. » J'ai regardé la femme en face de moi. Elle a compris. « Allez-y, Madame Rochefort, on peut reporter. » Je suis sortie du bureau, les jambes tremblantes. Jean-Pierre était debout près de la porte d'entrée. Il portait un jean délavé, une veste élimée. Il avait maigri, des cernes sous les yeux. Quelque chose dans son allure générale criait la fatigue, la défaite. Jean-Pierre, il s'est retourné. Maman, ce mot, qu'il n'avait pas prononcé depuis des mois, qui sonnait étrange dans sa bouche maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut qu'on parle. Comment as-tu su que j'étais ici? J'ai appelé Marguerite. Elle m'a dit que tu faisais du bénévolat. J'ai cherché les associations du 10e arrondissement jusqu'à te trouver. Nous sommes sortis. Il y avait un café au coin de la rue. Nous nous sommes installés en terrasse malgré le froid. J'ai commandé un thé. Lui, un café. Un silence pesant s'est installé. Alors, ai-je fini par dire. Il a fixé sa tasse. Aurélie est partie. Les mots sont tombés comme des pierres. Quoi? Elle m'a quitté. Il y a 3 semaines. Elle a pris Camille et elle est partie chez sa sœur à Lyon. Je ne savais pas quoi dire. Elle m'a dit qu'elle en avait marre. Marre de notre vie. Marre de Montreuil. Marre de tirer le diable par la queue. Elle veut divorcer. Il a levé les yeux vers moi. Ils étaient rouges. Et le pire, c'est que je ne peux même pas lui en vouloir. On se disputait tout le temps depuis qu'on a quitté l'appartement. Pour l'argent. Toujours l'argent. On n'arrivait pas à payer le loyer. Les factures s'accumulaient. Tu travailles toujours? Oui, mais mon salaire ne suffit pas. Et Aurélie, elle pensait qu'en me quittant, elle pourrait retrouver quelqu'un de plus stable. Il a baissé la tête. J'ai tout perdu, maman. L'appartement, l'argent, ma femme. Et maintenant Camille. Je l'ai regardé. Une partie de moi voulait dire « c'est ce que tu mérites ». Une autre partie voulait le prendre dans mes bras et tout pardonner. Mais j'ai fait ni l'un ni l'autre. Pourquoi es-tu venu me voir? Il a relevé la tête, surpris par ma froideur. Parce que tu es ma mère. Je suis ta mère quand tu as besoin de quelque chose. Le reste du temps, je suis quoi? Il a tressailli. Maman, non. Réponds-moi, Jean-Pierre. Qu'est-ce que je suis pour toi? Une mère? Ou une solution à tes problèmes financiers? Ce n'est pas juste. Juste? Ma voix est montée malgré moi. Tu m'as traînée en justice pour me faire passer pour folle. Tu m'as interdit de voir ma petite fille.
Tu m'as dit que j'étais toxique. Et maintenant tu viens me voir parce qu'Aurélie est partie? Je sais que j'ai été horrible. Il pleurait maintenant. Mais j'avais tellement peur. Peur de ne pas y arriver. Peur de tout perdre. Et tu as tout perdu quand même. Oui, il a essuyé ses larmes. Mais le pire, maman, ce n'est pas l'argent. Ce n'est même pas Aurélie. C'est de comprendre que j'ai traité la seule personne qui m'aimait vraiment comme une ennemie. J'ai senti ma gorge se serrer. Quand Aurélie est partie, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit « Ta mère avait raison. Tu n'es qu'un enfant gâté qui ne sait pas ce que c'est de se battre. » Et elle avait raison. Il a posé ses mains sur la table, tremblante. J'ai passé ma vie à attendre que les choses me tombent dessus. L'argent, les opportunités, le bonheur. Je n'ai jamais rien construit. Et quand tu as arrêté de me donner, je me suis effondrée. Il m'a regardé droit dans les yeux. Tu avais raison de faire ce que tu as fait. J'aurais dû te remercier. J'aurais dû comprendre. Mais j'étais trop lâche. Je ne disais rien. J'écoutais. Je ne suis pas venue te demander de l'argent. Je ne suis pas venue te supplier de me reprendre dans ta vie. Je suis venue te dire que je suis désolée. Vraiment désolée. Un long silence. Et Camille? Ai-je demandé doucement. Elle parle de toi tout le temps. Elle me demande pourquoi tu ne viens plus. Elle garde un dessin qu'elle t'a fait dans son cartable. Elle dit qu'elle te le donnera quand Mamie Madeleine reviendra. Les larmes ont coulé sur mes joues. Je lui ai menti, maman. Je lui ai dit que tu étais partie parce que tu ne nous aimais plus. Mais elle ne m'a pas cru. Elle a 7 ans et elle est plus intelligente que moi. Elle sait que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal. Il a sorti son téléphone. Il m'a montré une photo. Camille, dans sa chambre à Lyon, tenant un dessin. Un dessin de 2 personnes. Une grande, une petite. Écrit en lettres maladroites, « Mamie et moi, je t'aime ». J'ai fermé les yeux. Je ne peux pas réparer ce que j'ai cassé, maman. Je le sais. Mais si tu veux bien, si tu peux, j'aimerais que tu vois Camille. Pas pour moi, pour elle. Il a marqué une pause. Elle mérite mieux qu'un père raté et une mère qui l'a abandonnée pour refaire sa vie. Elle mérite au moins une grand-mère qui l'aime. J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti mon carnet Bordeaux. Je l'ai ouvert à une page précise. Celle où j'avais écrit, des mois plus tôt, « Un jour, Camille sera grande. Et elle posera des questions. » J'ai montré cette phrase à Jean-Pierre. « Tu vois ça? Je l'ai écrit après notre confrontation au Café Le Rostand. Je me suis préparée à ce jour. Le jour où Camille voudrait comprendre. » Il a lu, silencieux. « Mais je ne pensais pas que ce jour viendrait par toi. Je pensais que j'attendrais ses 18 ans, que je lui donnerais une lettre que j'avais écrite pour elle. » J'ai refermé le carnet. « Tu me demandes de voir Camille. Pas pour toi, pour elle. Oui. Alors écoute-moi bien, Jean-Pierre. Si je reprends contact avec Camille, c'est parce que je l'aime, pas parce que je te pardonne. Le pardon, ça se mérite. Et pour l'instant, tu ne l'as pas mérité. » Il a hoché la tête. Je comprends. Je veux voir ma petite fille. Je veux être présente dans sa vie. Mais toi et moi, nous avons encore beaucoup de chemin à faire avant de pouvoir nous regarder comme une mère et un fils. Je sais. Et je suis prêt à faire ce chemin. Même s'il dure des années. J'ai pris mon téléphone. Donne-moi le numéro d'Aurélie. Je vais l'appeler. Je vais lui proposer de prendre Camille un mercredi sur 2. Jean-Pierre a écrit le numéro sur un bout de papier. En le prenant, j'ai dit « Jean-Pierre, ta vie t'a rattrapé. Non pas parce que je t'ai puni, mais parce que les choix ont des conséquences. Tu as choisi la facilité pendant 40 ans. Aujourd'hui, tu découvres ce que coûte cette facilité. » Il a acquiescé, les yeux baissés. Mais tu as aussi fait quelque chose d'important aujourd'hui. Tu es venu, tu as reconnu tes erreurs. C'est un début. En partant, il s'est retourné. « Maman, merci. » Je n'ai rien répondu. J'ai regardé mon fils s'éloigner dans la rue. Un homme de 40 ans qui apprenait enfin à devenir adulte. Et j'ai compris que la justice n'était pas toujours spectaculaire. Parfois, elle ressemblait juste à un homme fatigué qui découvrait, trop tard, la valeur de ce qu'il avait perdu. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet « La vie ne m'a pas vengé. Elle a simplement remis les choses à leur place. Jean-Pierre a perdu ce qu'il refusait de construire. Et moi, j'ai retrouvé ce que j'avais oublié. Ma force, ma dignité, ma capacité à vivre sans mendier l'amour. Peut-être qu'un jour, nous reconstruirons quelque chose. Peut-être pas. Mais je ne m'accrocherai plus jamais à quelqu'un qui ne veut pas de moi. » J'ai appelé Aurélie le lendemain. Elle était surprise, méfiante. Mais quand je lui ai expliqué que je voulais juste voir Camille, que je ne prendrais pas parti dans leur divorce, elle a accepté. Elle parle de vous sans arrêt. Ça lui ferait du bien. Le mercredi suivant, Aurélie m'a amené Camille à Paris. Nous nous sommes retrouvés au Luxembourg.
L'endroit où nous venions autrefois. Camille m'a vue de loin. Elle a couru vers moi. « Mamie !» Je me suis agenouillée. Elle s'est jetée dans mes bras. « Tu es revenue. » « Oui, mon cœur, je suis revenue. » Nous avons passé l'après-midi ensemble. Le manège, le théâtre de marionnettes, un chocolat chaud chez Angelina. Elle m'a montré son dessin, celui qu'elle gardait depuis des mois. Je savais que tu reviendrais. Papa disait que non. Mais moi, je savais. En la raccompagnant à Aurélie, Camille m'a demandé « Mamie, tu reviendras la semaine prochaine ?»« Oui, mon ange. Et la semaine d'après. Et celle d'après. Toutes les semaines. Promis, promis. » Dans le métro qui me ramenait chez moi, j'ai pensé à cette année écoulée. J'avais perdu mon fils, temporairement du moins, mais j'avais retrouvé ma petite fille. Et surtout, je m'étais retrouvée moi-même. La vie m'avait pris d'une main ce qu'elle me rendait de l'autre. Et finalement, c'était suffisant. Les mois qui ont suivi ont été une forme étrange de reconstruction. Chaque mercredi, je voyais Camille. Aurélie me l'amenait à Paris ou, parfois, je prenais le train pour Lyon. Nous passions l'après-midi ensemble. Au début, Camille posait beaucoup de questions. « Pourquoi tu es partie ? Pourquoi papa était fâché contre toi ? C'est vrai que tu ne nous aimes plus ?» J'ai choisi de lui dire la vérité, adaptée à son âge, mais la vérité quand même. Parfois, les grandes personnes se disputent. Papa et moi, nous n'étions pas d'accord sur certaines choses, mais je ne suis jamais partie parce que je ne t'aimais plus. Je t'ai toujours aimé, chaque jour, même quand je ne pouvais pas te voir. Et maintenant je suis là, et je resterai là. Elle a semblé rassurée. Les enfants ont cette capacité extraordinaire de guérir rapidement quand on leur redonne de la stabilité et de l'amour. Jean-Pierre, lui, restait à distance. Il m'appelait parfois. De brèves conversations maladroites. « Comment va Camille ? Elle t'a parlé de l'école ? Merci de faire ça. » Jamais de longues discussions. Jamais de véritables excuses au-delà de ce qu'il avait dit au café. Comme s'il savait que le pardon prendrait du temps. Des années peut-être. Un jour de février, presque 3 mois après nos retrouvailles, il m'a appelé. « Maman, je peux passer te voir ? Quand ? Demain ?» J'ai hésité. Puis j'ai dit oui. Il est venu chez moi. C'était la première fois qu'il revenait dans cette maison depuis plus d'1 an. Il est resté dans l'entrée, regardant autour de lui comme s'il découvrait un endroit inconnu. « Entre !» Nous nous sommes installés dans le salon. J'ai préparé du thé. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. « J'ai trouvé du travail. Un nouveau poste. Responsable de clientèle dans une agence de publicité. C'est bien. Le salaire est meilleur. Pas extraordinaire, mais correct. Je vais pouvoir payer mes factures. Peut-être même économiser un peu. Je suis contente pour toi. » Il a bu une gorgée de thé. J'ai aussi trouvé un appartement. À Montreuil encore, mais plus grand. 2 chambres. Une pour moi, une pour Camille quand elle viendra. Aurélie accepte qu'elle vienne ? On a négocié. 1 semaine sur 2. Plus les vacances partagées. Ce n'est pas idéal, mais c'est mieux que rien. Il a posé sa tasse. Et j'ai commencé à voir quelqu'un. J'ai levé les yeux. Un psychologue ? Oui. Une thérapeute ? Elle est spécialisée dans... Il a cherché ses mots. Dans les problèmes de dépendance. Pas à l'alcool ou aux drogues, mais à l'argent, à la facilité, à l'incapacité de prendre ses responsabilités. J'ai senti quelque chose se détendre en moi. C'est courageux. Ce n'est pas du courage, c'est de la survie. Si je ne change pas, je vais tout perdre. Encore. Il m'a regardé. Elle m'a fait comprendre quelque chose. Pendant toutes ces années, je t'en voulais. De quoi ? De tout. De m'avoir trop aidé, de m'avoir rendu dépendant, de m'avoir étouffé avec ton amour. Ces mots m'ont fait mal, mais je les laissé continuer. Et puis, quand tu as arrêté, je t'en voulais de m'avoir abandonné. C'était toujours de ta faute, jamais la mienne. Il a baissé les yeux. Mais la thérapeute m'a posé une question. Elle m'a dit « À quel moment avez-vous choisi de dire non ? À quel moment avez-vous décidé de ne pas accepter l'argent de votre mère ?» Il a levé les yeux vers moi, et je n'ai pas su répondre, parce que je n'ai jamais dit non. J'ai toujours tendu la main, et après, je te reprochais d'avoir rempli cette main. Un silence lourd s'est installé. Tu avais raison, maman. Tu as eu raison de faire ce que tu as fait. Pas pour me punir, mais pour me forcer à devenir adulte. Jean-Pierre, non, laisse-moi finir. Sa voix tremblait. J'ai 40 ans, 40 ans. Et c'est seulement maintenant que j'apprends à vivre, à payer mes factures, à gérer mon argent, à ne pas paniquer quand il y a un imprévu. Il a essuyé ses yeux. Je regarde mes collègues, mes amis. Ils font ça depuis leurs 20 ans. Et moi, j'ai 40 ans, et je découvre ce que c'est d'être responsable. Ce n'est pas trop tard. Je sais, mais j'ai tellement honte. Honte de ce que je t'ai fait. Honte de ce que je suis devenue. Je me suis levée. Je me suis assise à côté de lui sur le canapé.
Jean-Pierre, écoute-moi. Il m'a regardé. Je ne vais pas te dire que tout est pardonné. Je ne vais pas te dire que tout va bien. Parce que ce n'est pas vrai. Tu m'as fait très mal. Tu m'as enlevé Camille pendant presque 1 an. Tu as essayé de me faire passer pour folle. Il a acquiescé, les yeux baissés. Mais je vois que tu essaies. Je vois que tu changes. Et ça, c'est important. J'ai pris sa main. Le pardon ne vient pas en un jour. Il vient lentement, avec le temps, avec l'épreuve. Montre-moi que tu peux tenir tes promesses. Montre-moi que tu peux être un bon père pour Camille. Montre-moi que tu peux être un homme responsable. Et après, on verra. Peut-être qu'un jour, on pourra déjeuner ensemble sans que ce soit gênant. Peut-être qu'un jour, tu pourras venir ici et te sentir chez toi. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Il a serré ma main. Merci, maman. De quoi? De ne pas avoir abandonné, même quand j'ai tout fait pour te pousser à partir. En partant, il s'est retourné une dernière fois. Papa est mort. J'ai sursauté. Édouard? Oui, il y a 2 mois. Crise cardiaque. Tu ne me l'avais pas dit. Je ne savais pas comment. On ne se parlait pas vraiment encore. Comment tu l'as appris? Sa femme m'a appelé. Elle voulait savoir si je voulais venir à l'enterrement. Tu y es allé? Non. Il a marqué une pause. Papa n'a jamais été là pour moi. Pourquoi j'aurais été là pour lui? Il a ouvert la porte. Mais ça m'a fait réfléchir. Je ne veux pas que Camille dise la même chose de moi dans 30 ans. Je ne veux pas qu'elle refuse de venir à mon enterrement parce que j'étais un père absent. Il est parti. Je suis restée assise longtemps dans le silence de ma maison. Édouard était mort. L'homme que j'avais aimé. L'homme qui m'avait quitté. Le père de mon fils. Je n'ai pas pleuré. Nous étions divorcés depuis presque 30 ans. Nos vies s'étaient séparées depuis longtemps. Mais j'ai pensé à lui, à nous, à ce que nous avions été. Et j'ai compris quelque chose. Édouard avait fui ses responsabilités toute sa vie. Il était parti quand Jean-Pierre avait 12 ans. Il avait refait sa vie ailleurs, oubliant son fils. Et maintenant, il était mort, seul dans son mensonge d'une vie parfaite. Jean-Pierre avait hérité de cette fuite, de cette incapacité à affronter. Mais contrairement à son père, il essayait de changer. Et ça, c'était déjà beaucoup. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet Bordeaux. J'ai regardé toutes les pages remplies. Des mois de réflexion, de douleur, de transformation. Et j'ai écrit « La vie m'a appris quelque chose de précieux. On ne peut pas sauver les gens. On peut juste leur montrer la porte de sortie. Ensuite, c'est à eux de décider s'ils la franchissent. » Jean-Pierre a franchi la porte, lentement, avec hésitation. Mais il l'a franchie. Et peut-être que dans quelques années, quand je regarderai en arrière, je verrai que cette année horrible a été le point de départ de quelque chose de meilleur. Pas pour moi seulement, mais pour nous tous. Les saisons ont continué de tourner. Printemps, été, automne. Une 2e année s'est écoulée depuis ce fameux anniversaire. Jean-Pierre tenait ses engagements. Il voyait Camille régulièrement. Il payait ses factures. Il continuait sa thérapie. Nos conversations restaient courtes, mais devenaient moins tendues. Un jour, il m'a invité à déjeuner, chez lui, dans son nouvel appartement. C'était modeste, simple, mais propre, organisé. Il avait préparé un poulet rôti. Camille avait mis la table. Nous avons mangé ensemble, les 3 générations. Grand-mère, père, petite-fille. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des silences gênants, des sujets qu'on évitait, des blessures qui cicatrisaient lentement. Mais c'était un début. Et en regardant Camille rire en racontant une histoire de l'école, j'ai compris quelque chose. La justice n'était pas ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas Jean-Pierre à genoux, me suppliant de pardonner. Ce n'était pas une grande réconciliation hollywoodienne avec violon et larmes. Non, la justice, c'était ça. Un poulet rôti dans un petit appartement de Montreuil. Un fils qui apprenait enfin à être père. Une petite fille qui souriait de nouveau. Une grand-mère qui avait retrouvé sa dignité. La justice, c'était la vie qui continuait. Différente, imparfaite, mais vivante. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai regardé Paris s'illuminer sous le ciel nocturne. Et j'ai souri. Parce que finalement, j'avais gagné la seule chose qui comptait vraiment, le respect de moi-même. 3 ans ont passé depuis ce soir de novembre où j'ai soufflé mes 75 bougies seule. 3 ans. Cela peut sembler long, ou très court, selon comment on le regarde. Pour moi, ces 3 années ont été une renaissance. Lente, douloureuse parfois, mais profonde. Je suis assise aujourd'hui dans mon fauteuil Voltaire, près de la fenêtre. Le même fauteuil où je m'asseyais il y a 3 ans, en me demandant comment j'en étais arrivée là. Comment une femme intelligente, cultivée, qui avait réussi sa carrière, pouvait se retrouver aussi perdue dans sa propre vie. Dehors, c'est encore novembre. Le ciel est gris perle.
les arbres presque nus. Mais il y a quelque chose de beau dans cette lumière d'automne, quelque chose de mélancolique et de sage à la fois. J'ai 78 ans maintenant. Mes cheveux sont complètement blancs. J'ai quelques rides de plus. Mes mains tremblent légèrement parfois. Mais mes yeux sont clairs. Ma tête est lucide. Et surtout, mon cœur est en paix. Une paix que je n'avais pas connue depuis très longtemps. Mon carnet bordeaux est posé sur mes genoux. Je l'ai rempli entièrement. Chaque page contient un morceau de mon histoire, de ma transformation, de ma douleur et de ma guérison. Ce matin, j'en ai commencé un nouveau, un carnet identique, en cuir bordeaux, que j'ai acheté dans la même papeterie du 5e arrondissement. Sur la première page, j'ai écrit la même phrase que ma mère avait écrite dans le premier, pour ma future moi. N'oublie jamais ta valeur, Madeleine, parce qu'on ne se souvient jamais assez de ces choses-là. On oublie. On retombe dans les vieux schémas. Alors, il faut se le rappeler. Encore et encore. Ma vie aujourd'hui ressemble à quelque chose que je n'aurais jamais imaginé il y a 3 ans. Je continue mon bénévolat à l'association, mais j'ai élargi mes activités. Je donne maintenant des conférences dans les centres sociaux, les maisons de retraite, les universités. Je parle aux femmes de tous âges. Je leur raconte mon histoire, pas pour me victimiser, mais pour leur montrer qu'on peut se relever, qu'on peut dire non, qu'on peut choisir sa dignité, même quand ça coûte cher. Certaines me remercient avec des larmes dans les yeux. « Vous m'avez donné du courage », me disent-elles. « Grâce à vous, j'ai osé partir. Grâce à vous, j'ai compris que j'avais le droit de m'aimer. » Chaque fois, je pense à cette version de moi, 3 ans plus tôt, qui pleurait devant un gâteau aux framboises. Et je me dis qu'elle serait fière de celle que je suis devenue. J'ai aussi écrit un petit livre. Rien de publié, juste un manuscrit que j'ai fait relier dans une belle couverture. Je l'ai appelé « Lettre à ma petite fille ». C'est l'histoire de cette année-là, racontée pour Camille, pour qu'elle comprenne un jour, pour qu'elle sache que l'amour ne signifie pas tout accepter, que la générosité ne doit jamais devenir de l'abnégation, que dire non peut être le plus grand cadeau qu'on offre à quelqu'un. Je lui donnerai ce livre quand elle aura 18 ans, peut-être 25, quand elle sera assez grande pour comprendre les nuances, les zones grises, les choix impossibles. Camille a 10 ans maintenant. Elle vient me voir tous les mercredis, sans exception. Nous avons notre rituel. Le Luxembourg d'abord, le manège si elle en a envie, ou simplement une promenade autour du bassin. Puis, un chocolat chaud chez Angelina. Et enfin, nous rentrons ici, dans cette maison, et nous passons l'après-midi ensemble. Parfois, nous faisons ses devoirs. Parfois, nous cuisinons. Souvent, nous parlons. De tout, de rien. De l'école, des amis, des garçons qu'elle commence à trouver mignons, des rêves qu'elle a pour plus tard. Elle veut devenir avocate, comme moi, pour défendre les gens qui ont besoin d'aide, m'a-t-elle dit un jour. J'ai senti mon cœur se gonfler de fierté. Tu seras une excellente avocate, mon cœur. Tu crois? J'en suis certaine. Elle grandit si vite. Ce n'est plus la petite fille de 7 ans qui me cherchait en pleurant dans la cour de récréation. C'est une jeune fille intelligente, sensible, qui pose des questions difficiles et n'accepte pas les réponses toutes faites. L'autre jour, elle m'a demandé « Mamie, pourquoi papa et toi, vous ne vous parlez presque pas ?» J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Ton papa et moi, nous avons eu une période difficile. Nous avons fait des erreurs tous les deux. Maintenant, nous essayons de reconstruire. Mais ces choses-là prennent du temps. Mais tu l'aimes encore? Oui, je l'aimerai toujours. C'est mon fils. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas tout accepter de lui. Elle a réfléchi. Moi aussi, je t'aimerai toujours, mamie. Même si on se dispute. Et moi aussi, mon ange. Pour toujours. Jean-Pierre et moi avons trouvé un équilibre fragile. Nous nous voyons une fois par mois, parfois chez moi, parfois chez lui. Nous déjeunons ensemble. Nous parlons de Camille, de son travail, de la vie, jamais du passé. C'est un sujet qu'on évite encore, trop douloureux, trop compliqué. Il continue sa thérapie. Il a même commencé à rembourser. Pas les 450 000 €, évidemment, mais symboliquement, 100 € par mois. Pour me rappeler, m'a-t-il dit. Pour me rappeler ce que tu as fait pour moi et ce que j'ai fait. Au début, j'ai refusé, mais il a insisté. Maman, laisse-moi faire ça, j'en ai besoin. Alors j'ai accepté. Et chaque mois, je prends cet argent et je le verse à l'association pour les femmes victimes de violences. C'est ma façon de transformer cette douleur en quelque chose d'utile. Un cercle vertueux au lieu d'un cercle vicieux. Jean-Pierre a rencontré quelqu'un, une femme de son âge, professeure de français. Elle s'appelle Claire. Je l'ai rencontrée 2 fois. Elle semble douce, posée, indépendante.
Rien à voir avec Aurélie. Elle me rend meilleure, m'a-t-il dit un jour. Comment ça? Elle ne me laisse rien passer. Si je me plains trop, elle me le dit. Si je me cherche des excuses, elle me rappelle mes responsabilités. Il a souri. Au début, ça m'énervait. Maintenant, je comprends que c'est ça l'amour. Pas quelqu'un qui te flatte ou qui profite de toi. Quelqu'un qui te pousse à être la meilleure version de toi-même. J'ai souri aussi. Tu apprends, mon fils. Lentement. Mais j'apprends. Aurélie s'est remariée. Elle vit toujours à Lyon avec un homme que je n'ai jamais rencontré. Elle voit Camille 1 semaine sur 2. Nous ne nous parlons que par messages brefs et fonctionnels. Camille arrive dimanche. Peux-tu la prendre mercredi? Je ne lui en veux plus. Je crois qu'elle aussi était prisonnière de quelque chose. De l'illusion que l'argent résoudrait tout. De l'idée qu'épouser quelqu'un de bonne famille garantissait le bonheur. Elle a découvert, comme Jean-Pierre, que la vie ne fonctionne pas comme ça. Mes amis sont toujours là. Marguerite, Sylvie, mes anciennes collègues. Nous déjeunons ensemble, nous allons au théâtre, nous voyageons parfois. L'été dernier, nous sommes allés en Toscane. 1 semaine dans une villa au milieu des vignes. Nous avons ri, bu du vin, parlé de nos vies, de nos regrets, de nos espoirs. Tu es différente, Madeleine, m'a dit Marguerite un soir, sur la terrasse, en regardant le coucher de soleil. Comment ça? Plus légère, comme si tu avais déposé un fardeau. C'est exactement ça. Tu regrettes parfois? Quoi? D'avoir dit non. D'avoir coupé les ponts pendant 1 an. J'ai réfléchi longtemps. Non, je ne regrette pas. Si je ne l'avais pas fait, je serais morte à petit feu. Pas physiquement, mais intérieurement. Et Jean-Pierre? Jean-Pierre a eu besoin de ce choc pour grandir. C'était ça, ou continuer à être un enfant de 40 ans toute sa vie. Tu l'as sauvé, en fait. Non, je l'ai laissé se sauver lui-même. Nuance. Hier, j'ai reçu une lettre, une vraie lettre, écrite à la main, dans une enveloppe blanche, de Jean-Pierre. C'était la première fois en 3 ans qu'il m'écrivait. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Maman, je t'écris parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire en face, des choses trop lourdes, trop importantes. Je voulais te dire merci, pas pour l'argent, pas pour l'appartement, pas pour toutes ces années où tu m'as aidé. Merci d'avoir eu le courage de dire non. Merci de m'avoir forcé à regarder en face ce que j'étais devenue. Merci de ne pas avoir cédé quand j'ai essayé de te détruire au tribunal. Merci d'être resté debout quand je faisais tout pour te faire tomber. Je sais que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai cassé. Je sais que notre relation ne sera jamais ce qu'elle aurait pu être. Mais je veux que tu saches quelque chose. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Et j'espère qu'un jour, Camille dira la même chose de moi. Je t'aime, maman. Maladroitement, imparfaitement. Mais je t'aime. Jean-Pierre. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Pas de tristesse, de soulagement. Parce que c'était la première fois qu'il reconnaissait vraiment. Pas juste dans un moment de crise. Pas parce qu'il avait besoin de quelque chose, mais simplement parce qu'il l'avait compris. J'ai rangé cette lettre dans mon nouveau carnet Bordeaux. Et j'ai écrit en dessous, « Le pardon n'est pas un acte, c'est un chemin. » Et aujourd'hui, pour la première fois, je sens que nous marchons sur ce chemin ensemble. Ce matin, je me suis réveillée tôt. J'ai préparé du café, je me suis installée près de la fenêtre et j'ai regardé Paris s'éveiller. Et j'ai pensé à toutes ces femmes que j'ai rencontrées ces 3 dernières années. Toutes ces femmes qui ont perdu leur dignité en cours de route, qui ont donné jusqu'à ne plus avoir rien, qui ont cru que leur valeur dépendait de ce qu'elles pouvaient offrir aux autres. J'ai pensé à Nadia, à Sophie, à Aminata, à Élise, à toutes ces femmes qui ont dû réapprendre à exister au-delà du regard des autres. Et je me suis dit que si mon histoire pouvait aider ne serait-ce qu'une seule d'entre elles à se relever, alors tout cela aurait eu un sens. La douleur, la solitude, la trahison, tout. Parce qu'au final, ce n'est pas ce qui nous arrive qui définit notre vie, c'est ce qu'on en fait. Cet après-midi, Camille vient me voir. C'est mercredi. Nous irons au Luxembourg. Nous prendrons un chocolat chaud. Nous parlerons de sa semaine, de ses rêves, de ses peurs. Et ce soir, quand elle sera partie, je m'assiérai ici, dans ce fauteuil, avec mon carnet Bordeaux, et j'écrirai, parce que c'est ce que je fais maintenant. J'écris mon histoire, pas pour l'oublier, mais pour m'en souvenir, pour me rappeler d'où je viens, pour me rappeler qui je suis. Madeleine Rochefort, 78 ans, ancienne avocate, mère imparfaite, grand-mère présente, femme libre. Il y a 3 ans, j'ai soufflé 75 bougies dans la solitude. Cette année, pour mes 78 ans, Camille m'a organisé une petite fête. Rien de grandiose, juste nous 3. Elle, Jean-Pierre et moi. Un gâteau aux framboises, des bougies, des rires. Jean-Pierre m'a offert un cadeau, un livre relié,
À l'intérieur, il avait collé des photos de moi et lui quand il était enfant, des photos de nous trois, moi, lui, Camille. Sur la première page, il avait écrit « Pour la femme qui m'a donné la vie 2 fois ». La première en me mettant au monde, la seconde en me forçant à grandir, avec tout mon amour. Jean-Pierre. J'ai pleuré. Camille a soufflé les bougies avec moi. Fais un vœu, mamie. J'ai fermé les yeux. Et j'ai fait un vœu. Pas pour que tout redevienne comme avant. Pas pour effacer le passé. J'ai souhaité que chaque femme qui se sent invisible, qui se sent utilisée, qui se sent sans valeur, trouve le courage de dire un jour « Je mérite mieux que cela ». Parce que c'est de là que tout commence, de cette phrase simple, de ce choix difficile, de cette décision de se choisir soi-même, même quand tout le monde attend qu'on se sacrifie. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être qu'un jour, Jean-Pierre et moi retrouverons une vraie complicité. Peut-être que nous resterons toujours à distance. Peut-être que Camille deviendra avocate et reprendra mon combat. Peut-être qu'elle choisira un autre chemin. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai fait le bon choix. En arrêtant les virements, j'ai perdu de l'argent. En exigeant un loyer, j'ai perdu mon fils pendant 1 an. En me tenant debout, j'ai perdu ma place dans leur vie quotidienne. Mais j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. J'ai gagné le droit de me regarder dans le miroir sans avoir honte. J'ai gagné le respect de moi-même. J'ai gagné ma dignité. Et cela, personne ne pourra jamais me le reprendre. Alors si vous m'écoutez aujourd'hui, si vous vivez une situation similaire, si vous donnez jusqu'à vous perdre, si vous acceptez l'inacceptable par peur de la solitude, si vous croyez que votre valeur dépend de ce que vous offrez aux autres, je veux vous dire une chose. Vous méritez mieux. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous donnez. Vous méritez le respect, la reconnaissance, la tendresse. Et si ceux que vous aimez ne vous l'offrent pas, alors peut-être qu'il est temps de vous l'offrir à vous-même. Cela ne sera pas facile. Cela fera mal. Vous perdrez peut-être des gens en cours de route. Mais vous vous retrouverez vous-même. Et c'est la plus belle des victoires. Voilà mon histoire. L'histoire d'une femme de 75 ans qui a envoyé 3 000 $ par mois pendant 7 ans, qui a été oubliée le jour de son anniversaire, qui a appelé 37 fois sans réponse, et qui a finalement décidé de dire non. Une femme qui a perdu son fils, retrouvé sa petite fille et surtout retrouvé elle-même. Une femme qui a appris que l'amour véritable ne se mendie pas. Il se construit dans le respect, dans la réciprocité, dans la dignité. Et si cette leçon a coûté cher, elle valait chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque moment de doute. Parce qu'aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme entière. Une femme qui a choisi de vivre plutôt que de survivre. Une femme qui a choisi la lumière plutôt que l'ombre. Une femme qui a choisi elle-même. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est tout. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.